Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Chers auditeurs de KTO, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des conversations littéraires du week-end. On est en octobre, mais on est encore un petit peu dans la foulée des vacances et donc, même si c'est la reprise, on n'a rien contre un voyage et quitte à voyager, autant choisir une destination, riche, exotique, diverse, complexe aussi, et le mieux évidemment pour voyager, c'est d'avoir un guide. Et nous, aujourd'hui, on a beaucoup de chance à KTO parce que nous avons la chance d'avoir avec nous Amélie Nothomb. Bonjour chère Amélie et merci d'avoir accepté notre invitation. Et Amélie Nothomb qui a publié en août un roman qui se passe au Japon, un roman complètement japonais, on peut le dire, qui est revenu romanesquement au Japon, publie aussi dans les jours qui viennent un magnifique album qui s'appelle Le Japon éternel, les deux sont chez Albin Michel, qui est un panorama absolument exhaustif, érudit, amoureux et magnifiquement illustré du Japon. Donc on a trouvé que c'était une bonne idée de vous avoir avec nous et pour que vous nous parliez de votre, j'allais dire de votre vie japonaise, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Il y a tout un domaine de ma vie et de ma personnalité qui est japonais. Je me considère comme une japonaise ratée, mais tout en étant ratée, je peux quand même venir à vous dire ce qui est japonais chez moi et qui fonctionne plus ou moins bien. Vous avez un petit air japonais d'ailleurs. Oh, ça, c'est me faire un très grand compliment. Heu, Pourtant, toutes mes origines sont belges, mais le fait d'avoir vécu des années très importantes là-bas a peut-être imprimé quelque chose. Probablement. Bah, d'abord, commençons par le commencement, vous êtes né au Japon. Vous Je êtes né suis à née au Kobe. Japon, à Kobe. Et mon père venait d'arriver au Japon comme, jeune diplomate et c'est à ce moment-là qu'il a eu pour le Japon un coup de foudre qui ne s'est jamais reproduit dans sa vie. Il y a eu mais vraiment un coup de foudre réciproque. Non seulement lui s'est pris une passion éperdue pour le Japon, mais le Japon, a tout de suite contracté une très grande estime pour ce jeune homme de 30 ans qui débarquait sans rien connaître à l'Asie, sans rien connaître au Japon et de fil en aiguille, mon père est devenu le premier non-japonais au monde à chanter professionnellement le no. Oui, j'allais vous dire, il est allé loin dans la japonitude, Il est lui. allé très loin dans la japonitude. Non seulement il a appris couramment le japonais, mais il est devenu chanteur d'opéra médiéval japonais. Donc il avait une double vie au Japon. Il était diplomate belge le jour et la nuit, il chantait l'opéra japonais. C'est extraordinaire. C'était extraordinaire. Et donc vous avez passé 5 ans, Oui, petite fille, petite à fille au Kobe? Japon. C'était beaucoup mieux que ça puisque c'était dans la lointaine banlieue de Kobe, dans un village dans les montagnes, heu, vraiment le Japon comme on le rêve, vous savez, les jardins, les estampes, Le Japon le traditionnel. Japon traditionnel. Oui, parce qu'on sent d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, que c'est plus votre univers que Tokyo. Tokyo, Oui, vous vous sentez moins bien, vous êtes moins chez vous, c'est moins votre Japon. c'est pas chez moi. Voilà, on est bien Oui, d'accord. Donc vous êtes, 5 ans dans le village, dans les rizières et cetera. oui. Mais comment votre père pouvait être consul, dans un village, Alors, du Kansai? il était consul à Kobe, à Osaka plus exactement, mais le consulat était situé du côté de Kobe. Donc ce qui n'est pas absurde, hein, c'est presque une conurbation. De toute façon, tout ça, c'est la même région, c'est le Kansai. Le Kansai qui est le vieux Japon. Cette région qui contient Osaka, Kobe et surtout Kyoto, qui a été la première capitale du Japon. Ce sont des villes sœurs, bon, sauf que bien sûr Kyoto est autrement cultivé et mystique que Osaka et Kobe, mais c'est tout de même la même région. C'est le vieux Japon, c'est là que bat le cœur, du Japon ancien. Et vous grandissez à la japonaise? Et je grandis à la japonaise. Je suis la seule des 3 enfants, à grandir à la japonaise, à être mise à l'école japonaise, à avoir une nounou japonaise et à parler le japonais en même temps que le français. Nounou à laquelle vous étiez très attaché parce que vous en parlez régulièrement. Ma nounou japonaise, je l'aimais, autant que ma mère. Donc moi, ça m'allait très, très bien d'avoir cette double vie. J'adorais mes parents belges, mais j'adorais aussi, ma nounou japonaise et avoir les 2 cultures, ça m'allait très bien. Et par rapport à l'éducation occidentale, c'est quoi l'éducation des petits japonais ou à la japonaise?
Alors pour un tout petit enfant, mais c'est ce qu'il y a de mieux, s'il y a une partie de sa vie à passer au Japon, c'est la toute petite enfance. Puisque au Japon, tout enfant de moins de 3 ans est considéré comme un dieu et traité comme tel. Il fait ce qu'il veut. Il fait exactement ce qu'il veut et il est honoré, il est révéré. Et comme une de mes particularités consiste à me souvenir très très bien de ma toute petite enfance, je me souviens particulièrement bien de cette période où j'étais honorée à l'égal d'une divinité. Et je me souviens qu'en fait, ça m'allait très bien. C'est toujours le cas, Amélie. On vous honore en tant qu'écrivain comme une divinité. Et donc, pour moi, ça aurait pu continuer comme ça éternellement, mais j'ai vécu à l'âge de 3 ans, ce qui est quand même le premier traumatisme que vit tout Japonais, le commencement de l'école maternelle. Ah, on vous arrache à votre nounou. Vous êtes arraché à votre nounou et vous allez à l'école maternelle et là, tout de suite, c'est fini de rire. L'école japonaise, même maternelle, c'est déjà, il faut marcher au pas, avec des petits uniformes, découvrir la discipline et savoir que dès l'âge de 3, 4, 5 ans commencent les sélections pour savoir quels sont les meilleurs éléments qu'on mettra dans les meilleures écoles primaires qui seules seront amenées à être sélectionnées pour les meilleures écoles secondaires qui seules seront amenées à être sélectionnées pour les meilleures universités. Et c'est uniquement si on est sélectionné pour une des 10 grandes universités du Japon qu'on pourra un jour être un cadre et non un pauvre petit employé japonais. C'est cela. Oui, c'est un pays très, très sélectif, très, Très très sélectif. organisé. Et la sélection commence très tôt et on le sait. C'est comme en Corée, il faut C'est vrai. systématiquement téléguider. C'est vrai. Alors ça, c'est un premier trauma d'une certaine façon. Et puis, vous le désignez comme ça, il y a un arrachement, il y a un déchirement que vous subissez à 5 ans. Oui, ça c'est le vrai trauma, c'est celui-là. C'est quand je suis arrachée au Japon et au bras de ma nounou japonaise à l'âge de 5 ans, en sachant que je ne vais pas revenir, en tout cas pas de sitôt, qu'il faudra au moins attendre que je sois adulte pour avoir assez d'autonomie pour retourner dans ce Japon. Oui, rappelons que vous avez suivi dans J'ai votre suivi enfance mon votre père père diplomate. diplomate, c'est logique. Et là commence pour moi une véritable décision identitaire. Voilà, c'est en fait, je suis japonaise. C'est par erreur que j'ai été arrachée à ce pays. Et je déclare partout que je suis japonaise. Je lis bien sûr la perplexité dans le regard des gens, mais ça m'est complètement égal. Je sais que j'ai raison. Et un jour, je prouverai à la face du monde que j'ai raison. À l'âge de 21 ans, j'achète un aller simple pour Tokyo pour commencer ma vraie vie. Voilà, ça, c'est une sacrée aventure. Donc, Oui. pendant toutes ces années, entre les deux, vous y étiez jamais retourné au Japon. Je n'étais jamais retournée au Japon, je n'avais jamais eu le moindre contact avec le Japon. J'avais complètement oublié la langue japonaise. J'avais cultivé à l'intérieur de moi une mythologie japonaise, absolument colossale, mais qui était uniquement de l'ordre du fantasme. D'accord. Et donc là, on est en 88. Alors en 89, je retourne au Japon 89. et c'est là que commence la lente prise de conscience. La joie quand même de redécouvrir ce Japon qui m'a tant apporté, mais aussi quand même la lente prise de conscience que je ne suis pas japonaise. Et là, c'était Tokyo. C'était Tokyo. C'était très différent. Puis très vite, l'expérience professionnelle que je relate dans Stupeur et Tremblement, c'est véritablement pour avoir essayé de travailler au Japon que j'ai découvert que je n'étais pas japonaise. Parce que pour vivre quelque part, il faut travailler quelque part. Et travailler comme les Japonais, nous n'en sommes pas capables. Oui, c'est encore plus la discipline dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. C'est extrêmement contraignant, il y a un cadre social, etc., etc. C'est ça, il faut vraiment il faut obéir aux ordres, quels qu'ils soient. Et en plus, il y a des cadences de travail qu'on n'imagine même pas. Bien sûr, il existe des lois sociales japonaises, mais personne ne les suit. Donc, en fait, on travaille tout le temps. Et pourtant, vous aviez une autre bonne raison personnelle d'être au Japon. Il y avait un garçon là-dessous. Alors, il y a très vite eu un garçon là-dessous. C'était une très belle histoire. C'était ma première histoire importante avec un jeune homme tokyoïte. Mais même là, même si c'était merveilleux, j'ai quand même assez vite compris que ça ne marcherait pas, que ça ne serait pas possible. Ce qui fait qu'après 2 ans de cette vie tokyoïte avec ce jeune homme, une semaine avant la date prévue pour le mariage, eh bien, je me suis enfuie. Ah, il y avait un mariage carrément Il y avait un prévu. mariage qui était prévu, je me suis enfuie. Bon, mieux vaut une semaine avant qu'une semaine après, hein. Mais finalement, j'ai quitté le Japon par la toute petite porte, après une humiliation professionnelle et
une histoire amoureuse où je m'étais moyennement conduite. Bref, c'est là, donc là, à ce moment-là, j'ai 23, 24 ans et je me dis: mais en fait, j'ai passé ma vie à raconter que j'étais japonaise et en fait, je me suis trompée. Qu'est-ce que je vais devenir? Oui, c'est quand même une histoire longue, c'est une histoire alors vous parlez souvent de rupture, de déchirement et cetera. Ça fait beaucoup de ruptures, de déchirements, Ça fait beaucoup de d'arrachements, ruptures et en plus, là, ça fait une suprême humiliation puisque je m'étais royalement plantée. Mais cette humiliation a été féconde en ceci que quand on a été complètement humilié, on n'a vraiment plus rien à perdre et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Mais après tout, j'écris des manuscrits depuis très longtemps. Je ne les ai jamais montrés à personne parce que j'ai trop le sentiment du ridicule. Mais après tout, je suis déjà ridicule puisque je me suis complètement, plantée. Qu'est-ce que je risque à tenter la publication?» Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit ce qui était alors mon 11e manuscrit, Hygiène de l'assassin. Il est le tout premier que j'ai, osé montrer et osé envoyer, à un éditeur. et c'est pour ça que vous dites sans forfanterie: «L'écriture m'a sauvé». L'écriture m'a sauvée. De toute façon, elle m'avait déjà sauvée auparavant puisque j'ai commencé à écrire à 17 ans, pas du tout dans l'intention de devenir écrivain, mais dans l'intention de sauver ma peau. À ce moment-là, je filais un très mauvais coton. Je sortais à peine d'une anorexie extrêmement grave et où j'ai vraiment failli mourir et je ne parvenais pas à recoller les morceaux. Mon corps et mon âme s'étaient séparés et vivre dans la dissociation était vraiment c'était impossible. C'est le Heureusement que j'ai eu l'instinct de me mettre à écrire parce que c'est l'écriture qui a ressoudé mon corps avec mon âme. Et alors ce fil japonais, du coup, c'était un peu suspendu, puisqu'après cette expérience, donc vous vous lancez dans l'écriture, vous vous installez en Europe, entre la France et la Belgique et tout de suite le succès. Ils viennent de l'assassin, hein, déjà succès, considérable, et depuis vous enchaînez les livres, au même rythme, un chaque année, dans la rentrée littéraire, chez le même éditeur, avec une espèce de fidélité, assez rare en fait dans le milieu littéraire et un succès systématique. Ça, c'est encore plus rare. Il y a pas de loupé chez Amélie Nothomb. Il y a un public qui est là, qui s'est créé, qui vous suit, qui est fidèle, qui est fervent, que vous chérissez, que vous cultivez donc tout ça, c'était déjà créé. Tout ça, s'était déjà créé, mais pour répondre à votre autre question, même si le Japon était mis désormais entre parenthèses, il est toujours resté en moi. Même si j'étais une japonaise ratée qui avait compris qu'elle ne pourrait pas vivre au Japon, c'est pas pour ça que j'aime moins le Japon. C'est pas pour ça que ma mythologie japonaise a disparu. Elle est toujours aussi importante en moi. Oui, vous le prouvez dans le Japon éternel dont on parlera tout à l'heure. C'est ça. C'était quelle année, Stupeur et Tremblement? 99, Oui, donc pas tellement longtemps pas tellement longtemps après après. cette histoire. 10 ans Oui, après, grosso c'est modo, ça. vous éprouvez le besoin de raconter cette expérience japonaise. C'est-à-dire que j'avais vécu cette descente aux enfers dans l'entreprise japonaise et a priori, j'avais pas tellement envie de m'en vanter, mais plusieurs années après, 8 ans plus tard exactement, heu, somme toute, j'avais connu quelques succès littéraires qui avaient un tout petit peu reconstruit mon image de moi. Je me suis sentie capable d'en parler et puis surtout, je n'avais toujours pas compris ce qui m'était arrivé dans cette entreprise japonaise. Pourquoi ça s'était si mal passé? Et quand j'ai affaire à un mystère humain qui me dépasse, je ne connais pas d'autre technique que de lui consacrer un roman. Le roman reste pour moi le meilleur des moyens d'investigation. Mais avec votre technique d'écriture, si elle n'a pas changé, donc qui consiste à écrire à peu près, ou pas à peu près d'ailleurs, trois romans dans l'année et à sélectionner celui que vous proposez à votre éditeur. Donc là, Stupeur et Tremblement, c'est celui-là qui s'est imposé à ce moment-là? Oui, Parce que vous aviez d'autres sujets forcément que vous aviez couchés sur le papier? oui, mais c'était celui-là. C'est un choix que je fais chaque année seule, chaque année à la fin de l'hiver. Je relis tout ce que j'ai écrit dans l'année, environ 3 romans, et c'est là que je fais le choix de savoir lequel j'ai envie de montrer. Et jusqu'à présent, mon instinct ne m'a pas trop trompée. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a ces étapes et finalement, vous retournez au Japon Et finalement, je retourne au Japon. J'y étais retournée une fois entre-temps. avec votre C'était en père? ça, Non? non, C'est pas celui-là? c'était pas celui-là, c'était en 2012. C'est là que j'ai raconté la nostalgie heureuse, écrit La nostalgie heureuse. Heu, mais là, mon père était encore vivant, même s'il n'était plus au Japon. En 2023, je fais cet ultime voyage au Japon. Je dis ultime, je ne sais pas si ce sera mon dernier voyage au Japon,
mais c'était la première fois que je retournais au Japon depuis la mort de mon père. Et ça a fait D'accord. très, très bizarre. Alors, on va revenir à celui d'avant, Oui, puisque celui de 2023 est le sujet oui, de votre nouveau roman. On en parlera dans l'épisode suivant de nos aventures. Alors, le voyage de 2012, oui. c'était quoi? Alors, c'était un reportage de France Télévisions. C'est devenu un documentaire qui s'appelle Amélie Nothomb, une vie entre deux eaux, de Laureline Amanieu. Et c'était vraiment Laureline Emanuel, qu'on va retrouver qu'on va tout à retrouver. l'heure dans l'album. Et pour moi, c'était une enquête assez importante parce que parmi les pathologies dont je souffre, il y a un profond sentiment d'irréalité, l'impression que je n'existe pas. Et beaucoup d'années ayant passé, je finissais par me demander si j'existais vraiment et surtout si si toute cette vie au Japon n'avait pas été de l'ordre du fantasme, chose qu'il m'arrive de penser à mon sujet. Et là, on a enquêté avec France Télévisions. On est retourné sur les traces de mon passé japonais en 2012 et on a tout retrouvé. On a retrouvé la nounou, le plus important, la scène de Très retrouvailles avec les bouleversant. nounous. C'était une scène absolument bouleversante. On a retrouvé l'école japonaise dont je vous parlais tout à l'heure. On a retrouvé la photo de classe. On me voit sur la photo de classe. C'est assez rigolo. Et toutes sortes de choses de cette espèce. Nous voilà rassurés, vous n'êtes pas mythomane. Je ne suis pas Vous avez mythomane. bien vécu au Tout Japon. ceci a vraiment eu lieu. Tout ceci a vraiment eu lieu et ça nourrit votre œuvre. Et ça me nourrit intensivement parce que même quand je n'écris pas sur le Japon, ce qui somme toute est assez fréquent, eh bien, j'ai quand même une façon d'être et une façon d'écrire qui relève de la japonité. Et de vivre même, si on en croit, justement votre amie Ameline là, elle décrit votre appartement dans l'album en disant Oui, que vous vivez dans une atmosphère zen, dépouillée et c'est vrai que cetera et cetera. chez moi, il y a rien. Il y a pas de meubles. J'ai pas de bureau. J'écris sur un tabouret. Donc oui, c'est vrai que c'est assez zen chez moi. On en parlera tout à l'heure. Alors on va marquer une première petite pause dans cet entretien pour écouter un titre que vous avez choisi, du groupe Massive Attack. La chanson s'appelle Teardrop. On va l'écouter ensemble et peut-être juste un petit mot, c'est un de vos titres favoris et on en reparlera après. C'est déchirant, c'est terriblement beau, c'est une musique à la fois très envoûtante et il y a cette voix toute fragile là enfin c'est déchirant. Moi, je m'attendais à un extrait de nos japonais et puis Ah, je non, suis désolée, mais au j'ai contraire, loupé le coche. on est très content d'être surpris par Amélie Nothomb. On va écouter Teardrop donc par Massive Attack, un des groupes fétiches, choisis pour nous par Amélie Nothomb qui nous expliquera après, les raisons de son choix.
Rebonjour aux auditeurs de KTO. Nous sommes à nouveau dans les conversations littéraires du week-end en compagnie d'Amélie Nothomb. Rebonjour Amélie, qui est notre guide au Japon. Mais en intervalle, si j'ose dire, Amélie a glissé dans cette émission 2 titres choisis par elle, dont le premier que vous venez d'entendre, c'est Teardrop du groupe Massive Attack. D'abord, c'est très beau. Merci Amélie pour ce moment de zénitude d'une certaine façon. Ce choix, pourquoi? J'aime énormément cette chanson. Clairement, il est question d'amour. Le titre n'indique pas clairement si ça se passe bien ou mal, parce que des larmes, elles peuvent aussi bien être versées par désespoir que par joie. Mais dans les 2 cas, c'est très beau. Je trouve qu'il y a un côté un peu fusion orientale là-dedans. Moi, ça m'a fait penser à C'est vrai. Nitin Shoney, Sushila Raman, vous savez, Oui, c'est vrai. ces orientaux qui vivent en Angleterre et C'est qui vrai, travaillent à Londres. Et il y a un côté comme ça, ou Morshiba aussi, ça ressemble un petit peu Oui, c'est vrai, à vous ce avez genre de raison. choses, cette pop électro qu'on aime beaucoup. Merci pour cette respiration. Avant que nous ne repartions au Japon, donc on était en 2012 avec Oui, ce documentaire qui marquait votre retour au Japon oui, après l'expérience que vous qualifiez vous-même de catastrophique oui, de 1988, oui. 1800, J'adore. Je deviens 1988. vraiment un ancêtre. C'est formidable. Je vous remets en air de Edo. J'adore. Voilà, donc 2012, voyage pour un documentaire avec donc votre amie Laureline Amagneux, Oui, qu'on retrouvera tout à l'heure. oui. Donc, vous avez bien vécu au Japon, vous retrouvez les traces. Quel effet vous en gardez? Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a quand même un sentiment de réalité. Au moins, cette réalité-là est acquise. Oui, j'ai vraiment été cette petite fille au Japon. Et oui, j'ai vraiment été fiancée avec ce garçon, car j'ai aussi retrouvé le garçon. Ah, Donc ça va, j'ai pas complètement rêvé. il a pleuré toutes les larmes de son corps dans vos bras? Non, pas du tout. Ils s'en est très bien remis, Très vous savez. japonais. C'est moi qui pleurais finalement. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis bien sûr, ma réalité française a repris entre-temps, puisque je découvre un autre exotisme qui est le vôtre, hein. N'oubliez pas que la France n'est pas mon pays. Donc je persiste à vivre à l'étranger et à découvrir votre exotisme. Et puis voilà en 2023, une grande amie m'invite au Japon avec elle pour 10 jours. Alors, elle s'appelle Peb Bénie, Benny, elle est photographe. oui, Et je dois dire, à la lecture de votre livre, du livre que vous en avez fait, qui s'appelle donc L'Impossible Retour, qui est sorti au mois d'août chez Alma Michel, donc c'est votre livre de l'année oui. chez votre éditeur, je vous ai trouvé admirable, car votre amie, elle est sûrement épatante, mais en voyage, c'est quand même un sacré boulet. Le boulet n'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Oui, parce que vous êtes gentille. C'est quelqu'un de difficile, mais elle a raison d'être difficile. Et comme on dit en anglais, elle est challenging, vous Ah voyez. oui, ça vous le sert. Donc c'était un sacré challenge Surtout que c'est vous qui faisiez le guide, le le guide, cicérone, l'organisatrice. l'organisatrice. Et ça m'a fait terrifier, l'idée de devoir guider quelqu'un au Japon, en plus quelqu'un d'aussi exigeant que Pep Benny, ça m'avait paru au-dessus de mes forces. Et finalement, ça n'a pas été un désastre complet. Enfin, c'est ce que je raconte dans le livre. Oui, enfin, elle est asthmatique au dernier C'est degré. pas de sa faute. Non, mais c'est pas ça, ça n'arrange rien. Ça n'arrange Elle est quand rien. même allergique à plein de trucs dans un pays qui est quand même réputé pour son hygiène Oui, irréprochable et tout et tout. Elle a des problèmes avec la nourriture, elle a des problèmes avec les transports, les gens, etc. C'est quand même un boulet. Enfin, vu de disons que l'extérieur, c'était... Bon, le plus terrible, c'était quand même son caractère. en plus. Mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé.
En tout cas, l'image de vous qui transparaît dans le texte, c'est que vous prenez sur vous, comme on dit, sans arrêt. Ah, elle veut pas manger là, elle veut pas dormir là, elle vous fait chercher un hôtel dans les rues de je ne sais plus quelle ville à 3 heures du mat pour revenir à l'hôtel d'origine parce que finalement vous trouvez pas. Oui. D'autres se seraient un peu emportés. Alors, J'en écoutez, connais. je j'ai quand même eu la vocation d'être japonaise et par ailleurs, je suis fille de diplomate. Ça fait beaucoup pour une Certes. seule femme. Bref, je pense avoir hérité quand même de pas mal de caractéristiques et du métier paternel et de la nationalité que j'ai longtemps cru mienne. Donc, je ne suis pas là pour râler, ni pour ne pas être accommodante. Vous avez bon caractère. Jusqu'à un certain point, ça aussi c'est très japonais, c'est que les Japonais sont très aimables, très doux, extrêmement polis, jusqu'au moment où ils pètent les plombs. Il ne faut pas pousser le bouchon de saké trop loin. Et si on pète les plombs, alors c'est trop tard. Oui, surtout que s'ils pètent les plombs à la japonaise avec quand C'est la ça, discipline se relâche, quand du coup tout c'est ça. explose. Et je suis de cet ordre-là. C'est très rare que je pète les plombs, mais il vaut mieux pas être là. D'accord, on se le tient pour dit. J'espère qu'on va pas vous fâcher avant la fin de cette émission, qu'on va rester en bonne amitié. Alors déjà, c'est un voyage qui a subi des reports. C'est frustrant ça aussi, parce que c'était Oui, une promesse. Hein. c'est ça. Vous étiez engagé vis-à-vis de cet ami à l'emmener au Japon. Oui, Il y a eu la Covid, c'est etc., ça. Donc etc. finalement, ce voyage a été reporté jusque 2023. Mais mai 2023, il se produit. Et ce voyage tant attendu, a été à la fois un émerveillement et aussi une tragédie. Mais c'est les cerisiers. Non, Non, c'est ça c'est fini. avril, C'est- mais c'est les azalées. Ah, C'est très, très beau le mois de mais mai au Japon et c'est un petit peu moins touristique que le mois d'avril, ce qui est pas mal. donc vous êtes retourné à Kyoto, évidemment, Kyoto, Nora, qui sont les hauts lieux du Japon. Donc je retrouve le Féodal. Kansai, je retrouve ma petite enfance et là, je fonctionne tout à fait bien. Je suis un guide convaincant, je parle le japonais comme il faut, je m'y retrouve complètement et puis on part à Tokyo. Et c'est en débarquant à Tokyo que le désastre commence. 42 millions d'habitants, dites-vous quand 42 même. 000 d'habitants. Mais là, soudain, cette ville où j'ai quand même passé 2 années importantes de ma vie, heu, le vide sidéral. Je ne me souviens plus. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs, mais ils sont épars, ils sont mosaïques et je ne parviens plus à les relier entre eux. Donc devant guider mon ami dans Tokyo, j'en suis parfaitement incapable. Je ne sais plus, où se situe tel endroit par rapport à celui-là. Bon bref, heureusement qu'on avait une grande amie sur place en la personne d'une certaine Alice, une Française qui habitait là-bas et Alice, Gérard et Abel qui c'est sont ça, installés. qui a été ils ont été des guides absolument Oui, formidables. mais vous habitez chez eux même à un Oui, moment, etc., etc. oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la ville qui objectivement avait changé, qui Mais s'est non, métamorphosée ou c'est vous qui alors la ville aviez a grandi, mais elle n'a pas fondamentalement changé. Non, non, le drame était vraiment intérieur. Bon, il est par ailleurs, c'est vrai que beaucoup d'années ont passé depuis 1989, mais tout de même, j'avais l'impression d'être face à un gouffre et je pense que la mort de mon père a joué un grand rôle dans tout ça. Je pense que mon père, heu, personnalisait Tokyo. Mon père, c'était celui qui qui avait réussi à Tokyo, mon le mon père a eu un poste de 9 ans oui, c'était d'ambassadeur à Tokyo rarissime, hein. et où il était vraiment devenu un personnage légendaire, ambassadeur le jour, chanteur d'opéra, no la nuit. Donc c'était, là-bas un personnage colossal. Tandis que moi, essayant de réussir à Tokyo, mais ça a été le désastre total. Vous vous sentiez en quelque sorte illégitime. C'était plus chez vous du coup? C'est une autre rupture, encore un C'était encore arrachement? une autre rupture comme si j'avais perdu ma protection. Mon père n'était plus vivant. Oui, et c'est là-bas que vous en avez le plus pris conscience en fait? J'ai plus pris conscience de la mort de mon père à Tokyo que, en Belgique ou en France. Vous savez, comme le narrateur dans La recherche du temps perdu, il faut qu'il retourne à Balbec, heu, 1 an après la mort de sa grand-mère pour tout à coup s'apercevoir que sa grand-mère est morte. C'est le voyage qui permet tout à coup de lui c'est là qu'il se dit: «Mais en fait, ma grand-mère est morte», alors qu'il le savait. Mais c'est là qu'il en prend conscience et qu'il s'effondre. Alors on parle littérature et lecture. Vous, dans ce voyage farfelu, vous ne lisez pas Proust, vous lisez À rebours de Huysmans. Curieux. Alors ça, c'est une intuition que j'avais eue. Ça faisait longtemps que je voulais relire, À rebours de Huysmans, que j'avais lu quand j'avais 18 ans et qui m'avait ébloui au dernier degré. Je suis non seulement une très grande lectrice, mais
peut-être d'abord une très grande relectrice. Je sais pas s'il y a des gens qui relisent autant que moi. J'adore relire. Et j'avais eu l'intuition que Tokyo, que ce retour à Tokyo serait le meilleur endroit, la meilleure occasion pour relire À rebours de Huysmans. Heureuse intuition, ça c'était tout à fait vrai. Moi qui suis quelqu'un qui me trompe beaucoup dans la vie, quand il s'agit de littérature, je me trompe pas tant que ça. C'était un contrepoids idéal parce que vous vous plongiez dans un autre monde, vous vous réfugiiez dans votre bulle pour supporter mieux peut-être les avanies ou les aléas de ce voyage. Oui, et puis que raconte À rebours? Il raconte une exploration de la réalité par tous les sens et il raconte aussi un voyage immobile, Oui, c'est puisque l'anti-voyage, à c'est ça, rebours. c'est l'anti-voyage. Donc ça m'allait très bien lors de ce voyage si important pour moi, de relire l'anti-voyage. C'était un refuge, vous étiez dans votre chambre, dans votre bulle, dans ce livre, Oui, dans un autre monde, dans un dans un autre autre monde. univers. Et en même temps, ça allait très bien ensemble. Bon, À rebours, c'est la quintessence de la littérature décadente française. Donc, je n'étais ni en France ni au sein de la décadence, mais cet univers extrêmement esthétisant décrit par Huysmans correspondait quand même dans une certaine mesure à l'univers extrêmement esthétisant qui est celui de la civilisation japonaise. Laquelle, en plus, était à la mode à la fin du 19e siècle chez les intellectuels, les artistes, Gustave Moreau et compagnie. Donc il y a une logique dans tout ça. Il y avait une logique, donc mon intuition s'est vérifiée. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a laissé un peu myst- euh, mystifié d'une certaine façon et admiratif. C'est que d'abord, dans ce voyage que vous dites catastrophique ou calamiteux ou difficile, que sais-je, vous vous levez quand même à 4 heures du matin, quoi qu'il arrive, pour Mais ça, écrire. toujours. Mais c'est dingue, même en voyage, même épuisé, même vous êtes couché à 3 heures du matin en cherchant un hôtel dans les rues de Kyoto, vous vous levez à 4 heures pour écrire. Vous Toujours. êtes une acharnée. Mais vous savez, ça fait 35 ans que ça dure. Oui, j'entends C'est bien. c'est une seconde nature, je ne peux littéralement plus faire autrement. Il m'arrive d'être extrêmement fatiguée, il m'arrive d'être malade, j'ai aussi mes désastres dans ma vie, mais même ces jours-là et surtout ces jours-là, je dois absolument m'astreindre à cette discipline. C'est une discipline terrible, mais curieusement, elle m'aide beaucoup à vivre. Et alors, ce que vous écriviez pendant ce séjour à Tokyo, est-ce que c'était Ah non, pas ce du tout, roman? C'est ça pas la du question que tout. je me posais. Est-ce qu'elle écrit en live Non, 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 ce c'était qui se pas du tout passe ou est-ce écrit en que live voilà, c'est un autre, et c'était autre chose que j'écrivais et il n'y avait absolument aucune préméditation par rapport je ne savais pas à ce moment-là que j'écrirais un livre qui raconterait ce voyage donc japonais. l'impossible retour n'est pas le carnet Non, de ce pas du voyage à tout, Tokyo que vous auriez écrit, en absolument pas. direct? D'accord. Il a fallu que je retourne en France après ce voyage et qu'environ un mois s'écoule et que je commence à me sentir extrêmement mal. En fait, ce voyage m'a laissée, exsangue et je me suis demandé pourquoi, parce que somme toute, ça s'était pas si mal passé et j'ai compris que ça avait vraiment ouvert une faille émotionnelle, d'où l'écriture de L'impossible retour. D'accord, donc entre-temps, vous aviez déjà écrit ou finalisé un autre Et roman? vous savez, tous les jours enfin, j'en écris 3 par an, je rappelle, donc dès que je termine un roman, la première chose que je fais, c'est d'en commencer un autre. Je suis dans la continuité créatrice. Mais pas plusieurs simultanément? Non, Vous passez de l'un à l'autre? j'appelle ça mes grossesses jusqu'à présent, j'ai eu qu'une seule fois des jumeaux. C'était? C'était Mercure, il a été publié comme tel. D'accord. Alors donc, après avoir, digéré, si j'ose dire, cette expérience, vous décidez de la coucher sur le papier et vous en faites cet impossible retour. Oui, Explication du titre. alors Ça veut dire que c'est fini le Japon pour vous définitivement et que vous en avez pris conscience? non, c'est pas C'est parce pas que je ça? suis pas sûre du tout que ce soit fini. C'est un titre double. Au début, c'est l'impossible retour au Japon et à la fin, c'est l'impossible retour en Europe. C'est les 2. Dans les 2 cas, c'est impossible pour moi retourner au Japon. Pourquoi est-ce que c'est impossible alors que je le désire tellement? J'ai tout le temps envie d'aller au Japon. Mais pourquoi est-ce que c'est impossible? Parce que l'investissement émotionnel est beaucoup trop grand. Parce que j'ai trop d'amour lié à ce pays et que chaque fois, il faut vraiment que je que je m'arme d'une espèce d'armure émotionnelle pour être capable de retourner au Japon. Et chaque fois que j'y suis, c'est tellement l'extase, c'est tellement fort. Le problème, c'est que je sais qu'après, il va falloir repartir puisque j'ai fini par comprendre que je ne serais pas capable de vivre dans ce pays. Donc Vous il êtes va toujours une falloir japonaise manquée. je suis toujours une japonaise manquée et ça ne va pas changer. Donc il va falloir à à à à nouveau vivre le choc
le choc primitif de mes 5 ans. Il va falloir de nouveau quitter le Japon. À l'impossible retour, à nouveau. Mais est-ce que découvrir d'autres régions du Japon, parce que vous ne connaissez pas tout le Japon, est-ce que vous plongez dans un autre morceau du Japon inconnu de vous ne serait pas la panacée ou une thérapie? Non, parce que bien sûr que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir au Japon et peut-être bien que je les découvrirai un jour, mais il y a quand même une très grande communauté d'esprit au Japon. Dans tout ce que j'ai pu voir au Japon, j'ai toujours retrouvé voilà ce qui fait cette spécificité japonaise, ce qui fait que ce pays n'a rien à voir avec aucun autre pays sur Terre. C'est clair, c'est clair. Et est-ce qu'en général, vous préférez voyager seul? Est-ce que c'est l'exception là avec votre copine ou est-ce que vous êtes en général en société? J'ai beaucoup fait les deux. Quand j'étais jeune, je voyageais beaucoup seule. Je ne l'ai plus fait depuis très longtemps. Quand j'étais jeune adulte au Japon, j'arrêtais pas de sillonner le Japon toute seule avant d'avoir le fiancé, là. Et j'adorais ça. J'adorais ça. Je n'ai plus fait ça depuis longtemps. Je devrais réessayer. Je suis sûre que ça m'apporterait quelque chose. Oui, parce que là, c'était un peu particulier puisque Ah oui. vous étiez la guide, Là, c'était la la grande nounou, angoisse quand la même. la C'était la grande grande angoisse. angoisse quand même. Oui, en plus, enfin, je le répète, vous avez choisi quand même une compagne particulièrement Mais c'est elle qui m'a choisie. exigeante. Mais c'est elle qui m'a choisie. Mais c'était en même temps, le Japon qu'elle m'a fait vivre était un Japon passionnant parce que elle me connaît très bien. Elle a dit: «Ah ça y est, elle va encore piquer une crise de nostalgie», donc elle m'a recadrée. Elle me dit: «Écoute, cette fois-ci, tu vas essayer de vivre autre chose au Japon que la nostalgie». C'était intéressant, c'était interdit. Bien évidemment, cet interdit m'a amené à vivre ma nostalgie encore beaucoup plus fort. Oui, puisque vous Mais vivez avec, vous en c'est parlez tout le ça, temps. mais de façon finalement secrète. Et vous êtes fâché avec la photographe depuis ou pas? Alors moi, pas du tout. Elle, totalement? Elle est encore en train de se demander si mon livre est un livre contre elle ou pas. Je vais passer mon temps à lui expliquer que non, c'était vraiment pas du tout un livre contre elle. C'est un témoignage de ce que j'ai vécu avec elle là-bas et que j'ai trouvé fascinant. Elle l'a lu? Elle l'a lu, mais je pense, bon, elle se pose encore des questions. C'est rare chez vous que vous mettiez les noms des gens comme ça qui ont Oh, mais j'ai participé à changé son l'histoire? identité, hein, mais c'est pas grave. D'accord. Elles sont Oui, connues visiblement. oui. Et quelle est la part particulièrement dans ce livre-là, quelle est la part de fiction? Est-ce qu'elle est plus grande ou plus réduite? Ça donne l'impression vraiment d'un voyage vécu, d'un carnet de voyage, mais c'est évidemment, l'artifice de la littérature, j'imagine? Il y a très, très peu de fiction dans ce livre, D'accord, vraiment. Bon, c'est une réécriture, les dialogues sont réécrits, forcément. mais il y a très peu de fiction dans ce livre. D'accord, donc ça s'est vraiment passé comme Ça ça. s'est vraiment Vous êtes passé vraiment comme allés ça. là, les Alice et compagnie, Existe vraiment, ouais. existent Oui. vraiment, ils vous ont sauvé. Ah oui, mon Dieu, oui, oui, oui. C'est un roman très, de toute façon, tous vos romans sont différents et semblables à la fois, on vous le dit à chaque fois, puisque vous arrivez d'un roman sur l'autre à renouveler l'inspiration, à changer un peu les univers et en tout cas, celui-là est particulièrement fluide, agréable à lire et cocasse, j'allais dire, en plus. Alors on va marquer une seconde pause dans cette émission pour écouter la deuxième chanson que vous avez choisie. Alors c'est un groupe qui s'appelle The Smile. Le titre, lui, s'appelle The Smoke. Et on l'a fait à l'envers parce qu'on a pleuré dans la première chanson. Et là, c'est la fumée qui nous arrive dans les yeux. C'est maintenant qu'on devrait pleurer. Mais donc, on l'a fait dans cet ordre-là. Donc, on va écouter The Smoke par The Smile. Et vous nous expliquerez après, si vous voulez bien, ce choix.
rebonjour dans les conversations littéraires de KTO. Rebonjour aux auditeurs de KTO. Merci Amélie Nothomb d'être avec nous. Merci pour cette magnifique programmation musicale. Donc le deuxième morceau, The Smoke par le groupe The Smile. Je veux dire que c'est difficile après de sortir de C'est difficile l'ambiance. parce qu'on est complètement envoûté. Je vous vois ému et envoûté. Mais cette chanson est magnifique. Bon, elle doit bien sûr sa beauté à ce génie absolu qui est Tom York, qui est le chanteur de Radiohead, Et voilà, qui a formé un autre groupe qui s'appelle The Smile, mais où on retrouve l'incroyable génie de Tom York, avec des sons très étranges, des sons toujours mineurs et un univers indescriptible où avec moins que rien, il crée des sortilèges. Voilà. C'est de la fumée, mais on sort de cette fumée absolument étourdi. Ça vous va assez bien comme définition, ça. Créer Oh, des j'aimerais bien. sortilèges avec moins que rien. Oh, comme je vous aime beaucoup, Jean-Claude. Vous êtes extrêmement sympathique. C'est vous qui parlez du minimalisme, du zen, et qui citez la phrase de Nietzsche, mon talent, c'est le manque. C'est pas hasard tout ça. Ah oui, oui, mais c'est vrai, hein, moi je suis vraiment pas du côté de la pléthore, hein. Les gens s'y trompent parce que je publie beaucoup de livres et les gens savent que j'en écris beaucoup, mais c'est des tout petits livres. Et c'est des livres qui vont s'amenuisant. Donc c'est quand même du côté du zen, hein. D'accord. Eh bien, la transition est toute faite, puisque vous publiez le 17 octobre, également chez Albin Michel, un livre qui s'appelle Le Japon éternel, dans la foulée, j'allais dire, de l'impossible retour et de cette séquence japonaise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet de voyage sous les fleurs d'un monde flottant en compagnie de Laureline Amagneux, dont vous parliez tout à l'heure, qui est à l'origine documentariste, si j'ai bien compris. Elle est documentariste, c'est également une grande amie à moi et depuis le temps que je parle du Japon dans mes livres ou en dehors de mes livres, parce que c'est finalement une de mes obsessions, elle a eu l'idée d'approfondir le sujet. C'est un dialogue, elle me connaît bien, elle sait très très bien comment m'interroger. Elle a fait aussi des recherches de son côté. Donc voilà, c'est certainement pas un livre sur le Japon, c'est un livre sur mon Japon. Oui. Et je pense que c'est un très beau cadeau que me fait Laureline Amagneux et voilà. C'est une espèce de voyage. C'est un voyage intime sur ce qu'est le Japon pour moi, de- d'un point de vue mystique, d'un point de vue artistique, d'un point de vue philosophique. Là aussi, vous êtes un peu le guide parce que vous conversez avec des gens qui sont Oui, des spécialistes du Japon, soit un calligraphe, soit Sophie Macariou, l'ancienne présidente du musée Guimet, qui connaît oui, admirablement les arts orientaux, une spécialiste traductrice de haïku. Je ne sais jamais si on dit un haïku des haïkai ou l'inverse d'ailleurs. un haïku des haïkai. Un haïku des haïkai, d'accord. J'ai bon. Donc là aussi, vous êtes un peu une passeuse de votre Japon, qui est le Japon éternel. Oui, vous avez vu, je suis très aidée, hein, il n'y aurait pas eu tout ce savoir en moi, mais avec l'aide de Laureline, on a trouvé les bons interlocuteurs et c'est fascinant de les écouter. Alors la grande partie, peut-être la plus originale à nos yeux, nous d'occidentaux qui ne connaissons pas forcément le Japon, c'est toute la partie justement sur la mystique, les religions, Oui, l'au-delà, les kami, le shinto, tout ça, tout ça. ah oui. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit panorama, si j'ose dire? Alors le Japon est absolument fascinant sous tous les angles, mais singulièrement sous l'angle mystique. Parce que c'est un pays qui a collectionné plusieurs mystiques. Au Japon, les religions sont considérées comme cumulables, ce que je trouve absolument merveilleux. Ces gens-là ont tout compris. La seule religion qui soit spécifiquement japonaise, qui soit née au Japon, c'est la religion shintoïste, donc la religion des kami. C'est un animisme. Quel est le grand principe de la religion shintoïste? C'est que tout ce qui est beau est Dieu. Et comme la beauté est très bien représentée dans la nature, ça fait beaucoup de kami. Shinto, ça veut dire voix des dieux, C'est la voix des dieux. dites-vous. C'est ça. Alors, bien évidemment, les Japonais ne sont pas restés uniquement shintoïstes, puisque très vite, ils ont été colonisés par les Chinois, et les Chinois ont apporté le bouddhisme. Et en partie le bouddhisme zen, qui n'est pas né au Japon. À la base, le zen est né en Inde, puis est devenu chinois, et puis est devenu japonais. Mais il est singulier, Voilà, c'est une forme particulière du bouddhisme. que ce soit les Japonais qui aient porté le zen à son état de génie. Il y avait, alors qu'à la base, c'est pas japonais du tout. Ça s'appelle le Chan, avant de s'appeler le zen, mais les Japonais en font le zen. Et il y a des affinités
entre la pensée zen et l'état d'esprit japonais. Et je pense que la philosophie zen, la mystique zen est probablement la mystique la plus brillante et la plus bouleversante qui existe. Schématiquement, En fait, le zen est une chose très mal comprise chez nous. On a tendance à confondre l'effet et la cause. On voit un intérieur tout dépouillé, on se dit: «Ah ben c'est ça le zen, c'est quand il y a rien». avec du yoga. C'est ça, mais pas du tout, ça c'est la conséquence. Parce que en fait, l'idée du zen, c'est qu'on cherche l'illumination, mais que l'illumination, donc comme dans le bouddhisme, hein, sauf qu'aux yeux du zen, l'illumination, on la trouve directement. On n'a absolument pas besoin de passer par les prêtres, par les moines. Chacun, n'importe où, à n'importe quel moment, et de préférence en dehors de tout contexte, peut trouver l'illumination. Le récit de la philosophie zen, de la mystique zen, c'est toujours des récits d'illumination, et ces illuminations arrivent toujours dans les circonstances les plus improbables. On raconte 1000 fois des histoires, voilà, dans tel monastère zen, au sommet d'une montagne où tout le monde méditait depuis 20 ans et où le grand maître n'avait toujours pas trouvé l'illumination après 20 années de silence et de concentration. Arrive celui qui nettoie les toilettes et tout de suite il a l'illumination. C'est comme ça, l'illumination arrive n'importe quand et de façon très brutale. Qu'est-ce que Mais elle est personnelle, elle est individuelle. Elle est Tout le monde n'a pas individuelle. d'illumination en même temps. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et alors, il y a 2 sortes d'illumination. Il y a bien sûr la grande illumination qui est le satori, qui est l'illumination définitive. Vous passez de l'autre côté. Et puis, il y a la petite illumination, c'est nettement plus fréquent. Ça s'appelle le kensho. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut en avoir et que j'en ai eu plein. Par définition, c'est temporaire, donc malheureusement, ça Ah. ça dure pas. Mais connaître ça, c'est déjà extraordinaire, et on peut connaître ça en dehors de toute philosophie zen, mais c'est quand même un état zen. Quel est le rôle de l'écriture dans tout ça? Parce qu'il y a des textes, il y a des textes sacrés évidemment, bouddhistes, il y a des textes, j'imagine, de la religion shinto, laquelle a été religion d'État Oui. d'ailleurs, donc il y a dû avoir toute une Alors il y a des textes qui sont il littérature. y a ce qu'on appelle les koans. Les koans, ce sont des petits poèmes zen qui sont des espèces de petites, des espèces de petits bijoux linguistiques parfaitement incompréhensibles qui favorisent l'illumination. L'illumination, oui, le zen considère qu'on ne peut trouver l'illumination qu'en dehors de toute logique et dans des circonstances de chaos. Donc l'idée est de pouvoir reproduire ce chaos qui vous met en état d'illumination par des moyens linguistiques. Ça donne les koans qui sont plus beaux les uns que les autres. Et quelle est la part, syncrétique, j'allais dire, du christianisme au Japon? Parce qu'on sait qu'il y a eu des missionnaires, Oui. jésuites en particulier, qui sont allés, Oui. tenter de christianiser le Japon, au début, Alors ça a à la fois très bien et très mal marché. oui, voilà. Parce que quand les missionnaires catholiques sont arrivés, donc les Portugais, avec, avec la religion catholique, ils ont commencé à tout expliquer. Dans un premier temps, les Japonais ont dit: «Mais c'est magnifique, mais on aime beaucoup votre histoire. Là, donc dorénavant, on sera shintoïste, bouddhiste, zen et aussi catholique parce qu'il y a des trucs qu'on aime bien dans ce que vous nous racontez». Et là, bien évidemment, les missionnaires ont dit: «Mais vous n'y pensez pas, mais malheureux, abjurez toutes vos viles croyances et ne gardez que le catholicisme». Alors là, ça a commencé à très mal se passer. Qu'est-ce que c'était que ces gens qui demandaient d'abjurer leurs anciennes croyances pour ne garder que... Là, il y a commencé à y avoir des persécutions et tout, mais il y a quand même eu une imprégnation catholique. Et le résultat que ça donne aujourd'hui, c'est que le japonais moyen a tendance à naître dans le shintoïsme, à grandir dans le bouddhisme, à se marier dans le catholicisme et à mourir dans le zen. Je trouve ça génial. Quelle richesse! Quelle richesse! Justement de l'extérieur et à vous lire, on a l'impression que le Japon, est un pays d'une grande cohérence. Cohérence, entre la nature, la géographie, les habitants, les religions, le système politique, même l'économie d'une certaine façon, la nourriture, les arts, enfin qu'il y a une espèce de système comme ça extrêmement peut-être difficile à percevoir et à pénétrer de Oui. l'extérieur, mais de cohérence interne. C'est-à-dire que oui, heu, même le système moderne japonais, qui est quand même une aberration, hein, et qui est difficile à soutenir, maintient une forme de cohérence. C'est quoi le système, qu'est-ce que vous entendez Là, je par parle là? de l'entreprise, des grandes entreprises Oui. japonaises qui guident le Japon aujourd'hui et qui sont quand même, des univers assez inhumains.
Quand on les voit de l'intérieur, on est extrêmement perplexe. On se tromperait grandement en croyant que ces gens sont obsédés par le profit. Ils ne le sont absolument pas. Le Japonais, une fois pour toutes, n'est pas du tout obsédé par le profit. Ah oui, de l'extérieur, on a l'impression que c'est vraiment Ce ça n'est qui pas fait, du qui tout fait, ça. qui fait marcher le Vraiment, pays. c'est pas du tout ce qui fait marcher le pays. L'obsession du Japonais, c'est de créer une cellule sociale stable. Le- et ça se voit aussi dans les grandes entreprises. Alors, ça fait des cellules sociales très bizarres. Les grandes entreprises japonaises ne sont pas des lieux où les gens sont heureux. Mais il y a quand même une forme de stabilité sociale avec tout ça. Ça me est très particulier et très, C'est très très bizarre. particulier. On comprend C'est que la très vie particulier. doit y être particulièrement difficile. Très difficile. On les admire énormément, mais il faut bien se dire une chose, peu d'entre nous seraient capables d'être japonais. Je suis désolée de me citer en exemple. J'ai essayé d'être japonaise. J'étais plus que convertie. Bah, déjà, vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez toute petite, puisque vous Voilà. êtes née au Japon, ça aide quand même. Oui, et malgré tout cet amour et tous ces efforts et quand même une certaine compétence linguistique, eh bien, je me suis royalement plantée. Donc, Qu'est-ce qui demeure au Japon actuel de cette culture traditionnelle on pense évidemment aux samouraïs, on pense aux arts martiaux, etc., aux vêtements, mais, aux mais tout, éventails, aux mais fleurs, tout, etc. Ça, mais ça tout. perdure. Ça, c'est le miracle japonais, c'est de parvenir à faire coexister toutes les C'est époques. pas une carte postale à touristes. Ah non, ce n'est vraiment pas une carte postale à touristes. Ça existe vraiment. Et c'est vécu très, très profondément. Ça, c'est vraiment une réussite complète. Et puis, dans la vie de tous les jours, je pense qu'une des raisons pour lesquelles le monde entier, et singulièrement la jeunesse, est à ce point obsédé par le Japon en ce moment, c'est que c'est un des derniers pays où la discipline ne soit pas synonyme de quelque chose de ridicule et de stérile. Heu, Par exemple, pour les arts martiaux, mais pour tous les arts japonais, la discipline, c'est juste quelque chose d'indispensable et personne ne la discute. Oui, vous faites allusion aux mangas, qui sont une des formes de littérature les plus en vogue en ce moment, et notamment auprès des jeunes qui font des succès de librairie, y compris en Oui, France, ce qui est assez récent. oui. Mais vraiment, je pense que si les jeunes de chez nous sont à ce point fascinés par les Japonais aujourd'hui, c'est parce que, voilà, je crois que pas mal de gens ici se rendent compte que sans un minimum de discipline, on n'arrive à rien et que les Japonais conservent quand même une tradition de discipline qui peut être vue comme une planche de salut. Et une structure, effectivement, Oui, contente de reconstituer ici parfois. oui, Bah, écoutez, merci 1000 fois Amélie Nothomb. Je vais vous dire un truc, vous nous avez donné envie d'aller au Japon chouette alors. et on va tous venir avec vous. Vous allez être notre guide. On Mon essayera Dieu, d'être un peu là, vous me moins faites peur. enquiquinant. Vous On me faites essayera d'être un peur. peu moins enquiquinant que votre ami photographe. Je rappelle donc les 2 livres japonais d'Amélie Nothomb. L'Impossible retour, donc roman qui est paru au mois d'août et qui caracole comme chaque année en tête des ventes dans la rentrée littéraire, avec une jolie photo de vous, songeuse et mélancolique, de Jean-Baptiste Mondino. Et puis Le Japon éternel, voyage sous les fleurs d'un monde flottant, aussi chez Albin Michel, avec l'aide de votre amie Laureline Amagneux, qui est donc une passionnante enquête. Et alors moi, j'ai eu que les épreuves en noir et blanc parce que le livre était sous presse. Ah, Et ça l'objet a est l'air superbe. magnifique. L'objet est L'objet très est beau. superbe, très stylisé, très japonais. Ça sent le cadeau de Noël. Je pense que c'est un très beau cadeau de On Noël, est en en effet. octobre, mais préparez Mais le cadeau de Noël. oui, Merci ça va être Amélie très d'être venue et on vous recevra volontiers pour un prochain livre. merci 1000 fois Jean-Claude. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.